Du coup, bienvenue sur le podcast BHZ League. Moi, je suis Clotilde, donc vous m'avez découvert durant le dernier épisode. Et aujourd'hui, j'accueille Laura. Alors, Laura, nous avons l'habitude de débuter avec cette question incontournable, plutôt thé ou café? Ah, je suis devenue café. J'étais une grande buveuse de thé et je pense que je buvais pas les bons thés. Donc, on va dire thé, mais quand j'en trouve du très bon. Sinon, café. Bon choix. Alors, Laura, qui es-tu et que fais-tu? Eh ben, écoute, déjà merci Clotilde d'être là avec moi aujourd'hui. Eh ben, écoute, je suis Laura. Moi, je vis à Pleumeur, donc à quelques kilomètres de Lannion. Je suis aussi maman. Je travaille avec... j'ai réorganisé un petit peu mon temps et mon travail. On a créé ensemble avec Gaëlle une entreprise autour du podcast et de l'accompagnement d'entreprises et de PME via le podcast. Et puis, comme on aime bien faire les choses simplement, on a lancé cette entreprise en même temps que le lancement de notre bébé. Donc, en fait, on a accouché. Moi, j'ai accouché d'un enfant, d'une boîte. Et puis, au bout de 3 ans, j'ai dit, bon, je crois que j'ai bien donné. On va peut-être réorganiser un peu tout ça. Puis, je sentais que je tournais un petit peu en rond. Donc, on s'est un peu réorganisé. Et puis, j'ai décidé de me lancer dans un projet que j'avais à cœur depuis, je pense, au moins 10 ans, qui était d'écrire un livre. Et donc, je viens de quasiment finir. Là, il est en pleine correction. Donc je pense que la personne qui corrige se reconnaîtra. Et c'est une super nana qui s'appelle Virginie. Et voilà, donc mon manuscrit, la dernière version de mon manuscrit est entre ses mains actuellement. Et puis voilà, je pense que dans une dizaine de jours, elle me remettra mon manuscrit corrigé. Donc après, c'est à moi de décider de le réécrire. Donc ça va être beaucoup de discussions. Voilà, donc c'est mon deuxième enfant. C'est un vrai projet que j'ai maturé depuis, je pense, au moins une dizaine d'années. Je crois que ça fait 15 ans que mes amis me disent « écris ». Écris. Et puis je crois que j'avais très envie d'écrire, mais je ne savais pas sur quoi. Et aujourd'hui, je pense que voilà, 4 ans après un grand voyage où je suis partie toute seule en sac à dos, je suis partie 9 mois en sac à dos. Donc tu vois, là, j'ai accouché de moi-même parce que je suis partie 9 mois. Et c'est une de mes meilleures amies qui a compté comme ça devant moi et qui disait « Attends, tu pars de tel mois à tel mois ?» Elle compte comme ça, elle m'a dit « 9 mois ». Je dis « Oui, oui ». Elle me dit « Non, mais t'es une femme, tu pars 9 mois ». Je ne voyais toujours pas la symbolique. Et puis, elle m'a dit « Mais en fait, c'est très symbolique pour une femme. 9 mois, c'est un accouchement, c'est une gestation. » Et elle avait tout à fait raison. Au bout des 9 mois, comme mon père me disait, tu vas rentrer, il va y avoir un avant et un après. Et voilà, donc cet après, je pense que j'attendais d'avoir vécu tout ça pour arriver à la fin de mon livre. Donc aujourd'hui, je pense que comme il faut ancrer les choses dans la réalité, je rajouterai à ma présentation, je dois être une autrice. Voilà, je suis auteure. Et c'est quoi le sujet de ton livre, du coup? C'est à la fois un petit peu... il y a de l'autobiographie quand même, puis il y a beaucoup d'inspiration de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends, parce que moi, je ne sais absolument pas écrire sur quelque chose que je ne connais pas. Donc j'ai besoin soit de l'avoir vécu. J'ai un profil très kinesthésique, donc en fait, si je ressens pas quelque chose, je sais pas écrire. Je sais pas parler de quelque chose qui me fait pas vibrer ou si mon corps ne me transmet aucune information. En général, d'ailleurs, c'est très utile quand je dois prendre des décisions. C'est-à-dire que quand je dois prendre des décisions, même d'ailleurs par rapport à mon bouquin, même dans la vie où, tu vois, là, on cherche une maison. Quand je suis à un endroit, Gaëlle me dit « Tu sens quoi ?» Et en général, je dis « Rien ». Eh ben, on sait que ça va pas du tout être le lieu. Ou quand je dois prendre d'autres décisions, en général, le fait de ressentir, je me dis, soit j'ai des frissons et je me dis « Attends, il y a un truc à creuser ». Ou soit vraiment quand je persiste en disant « Attends, non, je vais vraiment essayer, je suis sûre que je vais ressentir quelque chose ». Et non, en fait, il ne se passe rien, donc je sais que c'est pas du tout le chemin que je dois emprunter. Donc j'ai appris, je pense que c'est vraiment grâce au voyage que j'ai appris à écouter ces signes et en fait à voir les signes, mais à écouter mon corps, en fait, qui est, je pense,
mon meilleur ami, ma meilleure amie. On va féminiser, c'est bien. Ma meilleure amie. Et voilà. Et donc, j'ai appris je pense que le voyage a fait que j'ai appris tout ça. Et attends, quelle était la deuxième question que tu m'avais posée? Si, c'était ça. Le sujet. Le sujet. Donc, quête de soi. En gros, un ras-le-bol. Il y a des événements qui arrivent. Et puis, c'est un peu aussi... la grande histoire de ma vie, c'est que moi, toute ma vie, j'ai cherché ce que je voulais faire. En fait, je suis une grande curieuse. Et toute ma vie, on m'a dit oh là, mais t'as trop d'idées, ou alors tu pars dans une direction, puis tu vas pas au bout. Alors, en fait, c'est parce que les gens n'ont pas compris comment je fonctionnais. C'est pas que je ne vais pas au bout d'un projet, c'est qu'au contraire, je vais au bout. Et qu'en allant au bout, je me dis ah ouais, en fait, c'est pas du tout pour moi. Donc, je ne vais pas juste, pardon l'expression, mais je vais pas juste crever juste pour faire plaisir à tout le monde avec mon projet. Ce projet n'est pas pour moi, j'ai été au bout, donc en fait, je vais juste changer. En fait, moi, je suis un crabe. J'avance dans la vie en crabe. Et donc voilà, en fait, c'est un livre qui parle de toutes ces questions qu'on peut se poser et de tout ce cheminement aussi par lequel je suis passée. Comment on fait? Moi, pendant des années, c'était pas de la jalousie, c'était de l'envie. Comment font ces gens pour savoir très tôt ce qu'ils veulent faire? Moi, je suis fascinée. Quand j'étais au bac, j'avais des copains qui disaient moi je veux faire des maths. C'est-à-dire je vais faire des maths toute ta vie? Ah ouais, moi je veux faire des maths. Mais en fait ça sert à quoi? Faut pas que je ferais des maths puis je serais ingénieur. Ah ouais. Donc ils savaient déjà que. Puis il y en a d'autres qui voulaient être prof. Alors moi à chaque fois j'ai eu plein d'idées, donc j'ai voulu être prof, donc j'ai fait des stages. J'ai fait des stages, puis quand j'ai donné mes idées, on m'a dit oui, alors là, dans l'éducation nationale, en fait, vous ne réussirez jamais. Vous êtes hors case. Alors, je dis je vais peut-être pas être prof, en fait. Et voilà, tous ces questionnements, comment on fait dans la vie pour savoir par où on doit aller? Comment est-ce qu'on doit écouter les signes? Est-ce qu'en fait, le corps, il nous donne déjà beaucoup de renseignements? Donc, c'est aussi une quête, en tout cas le premier tome, parce que clairement dans ma tête j'ai déjà le tome 2, 3, 4. Mais voilà, c'est plutôt un livre autour du questionnement. À un moment donné, on vit des choses, et quand la vie est bien faite, quand on l'écoute et quand on la regarde, quand on prend un peu de hauteur, en fait elle nous donne tous les signes qu'on attend. La vie est bien faite parce que quand on n'est pas sur le bon chemin, et quand on est un minimum conscient, elle nous le fait comprendre. En fait, c'est pas par là qu'il faut que tu ailles. Sinon, en fait, tu vas encore te manger un mur. Moi, j'ai toujours bien aimé les murs. Mais les murs, genre béton, tu vois. Et j'ai toujours bien aimé, mais alors me les prendre, mais alors en pleine tête. Puis alors j'y vais, hein, vraiment. Et puis voilà, ce voyage, ça a été compliqué pour moi parce que j'ai commencé à apprendre un peu la douceur. Alors ça, c'est la notion la plus difficile que j'ai dû inculquer dans ma vie. Voilà, donc des questionnements, et puis des choses que j'ai vécues, bien évidemment, des discussions que j'ai pu avoir avec des amis. Mais en tout cas, ce premier tome, c'est questionnement, comment on fait pour savoir un petit peu ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire dans la vie. C'est un peu un manuel. Non, parce que je suis personne pour donner des conseils. Je déteste. Dans le podcast, on a toujours fait très attention avec Gaëlle quand on faisait nos interviews ou même quand on faisait nos épisodes un peu en solo, de ne jamais nous positionner dans un rapport un peu de je connais, ou même quand on a fait pas mal de formations à un moment donné, et à aucun moment on essaye de dire, ou en tout cas on s'est positionné en tant que je connais, donc je suis le maître et tu es l'élève. Moi, j'ai pas de très bons souvenirs de l'école. Moi, j'aime la discussion. Donc, en fait, je connais ce qui me concerne. Donc, c'est un livre qui va parler de questionnement, mais du questionnement de ce personnage. Donc, c'est plutôt le cheminement de ce personnage. Si ça parle à d'autres, tant mieux. Mais c'est en aucun cas un manuel ou un livre de conseils. Moi, j'ai aucun conseil à donner à personne. C'est un retour d'expérience pour... Ouais.
C'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Je préfère beaucoup plus ce terme. Et puis bon, il y a mon univers, donc je dévoile pas plus que ça. Clairement, je suis pas toute seule dans ma tête, donc tu vois, on est beaucoup quand même à discuter là-haut. Donc je suis en perpétuelle discussion avec. C'est souvent des nanas, hein, bien sûr. Donc elles ont toutes des prénoms et je les interroge, mais elles sont jamais d'accord. Donc c'est plutôt un témoignage, une introspection, mais de ce personnage. Pas du tout. Tant mieux si on y trouve des clés, et tant mieux si ça parle à d'autres. Mais non, il y a pas de conseil du tout. Ok. Et qu'est-ce que tu projettes après ton livre ? Alors, le tome 2, et c'est surtout qu'en fait, je vis ce livre comme une entreprise. C'est-à-dire que ce livre, c'est un choix, j'ai décidé de le faire en auto-édition. Et ce n'est pas une question d'avoir peur de soumettre mon livre à une maison d'édition ou d'avoir peur d'essuyer un refus. J'ai vraiment choisi d'être en auto-édition parce que je veux choisir la couverture, parce que c'est moi qui vais la dessiner. Donc là, je suis en plein... je prends des cours de dessin, parce que moi, j'ai toujours eu plein de dessins dans ma tête. Puis quand je les applique, je fais... ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai dans ma tête. Donc, une certaine frustration. L'avantage, c'est que ces cours, je dessine vraiment... Quand j'écris pas, en fait, je dessine. Et là, je sais plus ou moins... j'attends, en fait, le retour de la correctrice pour savoir un petit peu le nouveau titre que je vais donner au livre, parce que en fait c'est horrible, je n'ai toujours pas le titre de mon livre. Il a changé 15 fois, il va clairement rechanger à nouveau, mais je pense que du titre ou de cette nouvelle version, en fait c'est là que je vais savoir quoi dessiner. Et je veux le dessiner, parce que je rêve aussi de peut-être un jour, c'est pas peut-être, on va ancrer les choses. En plus d'être auteur, j'ai vraiment aussi à cœur de dessiner et de vendre un jour quelques toiles. Mais je fais aussi très attention à avoir une démarche aussi très environnementale. C'est-à-dire que peindre ou dessiner, même pour mon livre, si c'est pour utiliser des matériaux qui soient toxiques, en fait, pour moi, ça n'a pas de sens. On parlait d'agriculture tout à l'heure. C'est pour ça que je cherche encore un peu ce sur quoi je dois dessiner. Alors clairement, ça concernera la nature, en tout cas, ou la femme, et introspection, etc. Mais je crois que c'est aussi important de se dire, je dessine, mais en fait, je dessine avec quoi ? Et en fait, la dernière fois que j'ai dessiné, je suivais un tuto. J'ai pris un bâton, j'avais ramassé dans la forêt. J'avais de l'encre de Chine. Bon, on peut trouver un autre liquide, mais pour le coup, j'avais ça devant les yeux. J'ai pris mon bâton. Je ne me suis jamais autant amusée qu'avec ce bâton. Et donc, quand on se promène sur la plage avec mon fils, il me dit « Est-ce que je peux ramasser ?» Je dis « Oui !» Mais quand on arrive devant la maison, quand on arrive devant la voiture, le coquillage, je te le laisse. En fait, tu peux prendre avec toi à partir du moment où on le rend à la nature. Donc là, les bâtons que j'ai, en fait, je ne vais pas les jeter. À un moment donné, je les nettoierai et puis je les rendrai à la nature. Et donc, j'essaye même, tu vois, pour le livre, je ne vais pas en imprimer 15 000. En fait, je vais en imprimer au fur et à mesure. Je ne veux pas qu'il y ait de gâchis. Il sera lu, je vais en vendre. Bien sûr, je rêve de participer à un salon du livre. Non pas pour signer des autographes, j'en ai jamais fait et je pense que je vais avoir peut-être des moments de solitude. Non, c'est parce que, en fait, je crois que j'ai tellement envie d'aller à la rencontre. Quand j'étais petite, moi, je pouvais passer mes week-ends dans les salons du livre. Rien que de me dire, j'ai trouvé des nouveaux livres à lire, et en plus, j'ai rencontré l'auteur. J'ai des souvenirs comme ça extrêmement forts, et du coup, je me dis, si en plus j'en vends, et que je rencontre les les lecteurs, avec qui je vais discuter, vous avez aimé ça ? Ah, puis moi, j'ai adoré ce personnage. Ah bon, c'est génial. En fait, c'est ça. Moi, je suis faite pour rencontrer. Et une fois que je rencontre, mon corps, il digère. Voilà, donc je pense que il y aura un petit peu tout ça par la suite, mais je me vois
bien sûr, écrire, je suis plutôt auteur avant d'être artiste, clairement. J'écris depuis vraiment petite. Donc, je me souhaite de vendre mes livres, de rencontrer les lecteurs, de discuter avec eux, et puis d'échanger. Ouais. Si tu veux des petits exemples d'usage de la nature dans l'art, par exemple, on utilise beaucoup de poudre de plantes, Oui. Les plantes tinctoriales. Tout à fait. Et par exemple, j'ai déjà fait une formation pour fabriquer du fusain. Oui, Et moi aussi, j'ai fait ça. le fusain d'Europe, un arbre français qui pousse très bien ici en Bretagne et avec une méthode de combustion particulière dans une boîte récupérée, on peut obtenir du fusain. Et c'est ça qui est incroyable, génial. En fait, quand on creuse, c'est pour ça que je pense que je me cherche encore et que je sais, depuis que j'ai découvert le fusain, aquarelles, on peut tout faire. À partir du moment où on va broyer, quand on trouve la couleur ou un sujet. C'est pour ça que j'ai déjà tous mes petits manuels, mais j'ai pas encore eu le temps d'essayer, comment dire, de broyer, de préparer moi-même mes propres couleurs. Mais c'est ma target. C'est-à-dire que je veux. En fait, sinon c'est du greenwashing. C'est-à-dire que je suis la première à dire, regardez, j'ai dessiné un arbre, je vous vends de la nature. Mais alors derrière, il y a 3 couches de trucs toxiques. Ça me dérange. Mais je juge pas les autres. Je trouve ça juste dommage qu'un artiste qui vend du rêve, qui vend de la couleur, qui vend de l'émotion, en fait, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas moi, dans mon état d'esprit, ma façon d'agir, en tout cas pour préserver le plus possible cette terre. Et puis en plus, on a un petit garçon, on vit dans la forêt, donc je fais très attention à je lutte pour pas qu'il arrache les fleurs. Je lui dis, mais attends, si tu dégommes les fleurs, où vont aller butiner les abeilles? Et il adore le miel. Donc on lit beaucoup, et puis à chaque fois maintenant il dit, ah oui, il faut que je laisse les fleurs parce que sinon les abeilles peuvent pas butiner, elles peuvent pas, et puis j'ai pas de miel. Bon, tout est toujours centré autour de la bouffe avec mon fils, mais je pense que c'est aussi un devoir quand on est artiste aujourd'hui, et je pense en fait finalement dans beaucoup de domaines, même un chef d'entreprise, quel qu'il soit. Quels sont les matériaux que vous utilisez? Est-ce que finalement, au lieu d'acheter des bureaux, est-ce que vous pouvez pas juste acheter une planche de bois, faire ou récupérer des bureaux déjà existants? Mais oui, ou de la seconde main. Nous, on achète. Enfin, moi, je fais beaucoup de seconde main, et je crois que c'est vraiment c'est un devoir, et c'est pas que en tant que parent, c'est un devoir en tant que citoyen aujourd'hui, et j'ai envie de dire citoyen du monde. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui part en cacahuète totale, pour pas partir en dépression. Sincèrement, il vaut mieux se dire qu'est-ce que je peux faire si demain, et je suis pas du tout catastrophiste ou quoi que ce soit, je me dis demain il peut se passer n'importe quoi, je sais faire ma peinture, je sais faire mon fusain, au moins j'ai de la matière. Le papier, c'est pas compliqué en plus à faire. Exact. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et je pense que voilà, en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on a une vraie... on a ce devoir, peut-être un peu plus en tant qu'entrepreneur, je sais pas. En tout cas, c'est une vraie démarche que j'ai envie d'avoir. Et encore plus en tant que parent. Ouais, et avec en plus un petit garçon. C'est-à-dire que moi, quand il est né, je me suis dit, je l'ai regardé, je me suis dit, oh là, lui, c'est l'homme de demain. Et là, ça m'a mis une claque. Parce que je me suis dit, comment moi, en tant que femme, qu'est-ce que je peux inculquer à mon fils qui demain, en fait, sera l'homme, qui sera l'homme de demain? Et donc, une des premières choses qu'on travaille, entre guillemets, c'est pas le bon mot travailler, mais sur lequel on revient régulièrement, c'est le consentement. Quand il me dit « arrête maman », je dis « ok, j'arrête ».
En fait, si moi, j'arrête pas, comment veux-tu que mon fils arrête d'embêter une fille ? Ou plus tard, donc quand il me dit d'arrêter, j'arrête. Ce qui n'est pas vraiment le cas de son côté. Lui, par contre, je lui dis d'arrêter de me chatouiller, il n'a rien à péter, hein, il continue. Donc, on essaye quand même le consentement est super important. Et puis, j'ai une super belle relation avec mon petit garçon. Donc, c'est tout le temps, il est tout le temps en train de vouloir faire des mamours. Je dis, non, pas à cet endroit-là. Donc, tu vois, il y a cette notion hyper importante aussi, mais que ce soit aussi les femmes. J'ai des copines qui ont des petites filles. Très tôt, elles leur enseignent, en tout cas à la maison, non, si t'as pas envie, tu dis non. En fait, dire non aujourd'hui, c'est pas une option. En fait, c'est un devoir. Je n'ai pas envie. Je te dis non, c'est non. Bah, c'est pareil pour un petit garçon. Donc, j'ai quand même beaucoup de chantiers dans ma tête. Hein. L'éducation d'un petit garçon, ses projets de livre et... C'est une sacrée pression, l'éducation. Ouais, aussi, c'est une énorme pression. Beaucoup plus que j'imaginais. Oui. Puis ça va durer. Ouais, parce que Gaël me dit souvent, tu sais, 14 ans, il sera parti de la maison. C'est-à-dire 14 ans. C'est un garçon. C'est un garçon. Oui. Donc, non, c'est... voilà, je crois qu'en tant que... c'est même pas en tant que femme ou en tant que maman, je crois que tout à chacun à différents niveaux. Je crois que quand on est un minimum concerné par ce qui se passe, je crois que... En fait, on n'a pas le choix, il faut agir à son humble niveau. Mais je crois qu'il faut agir. C'est important. Ok. Et du coup, si je devais te poser une question, tu serais plutôt du matin ou de l'après-midi ? En tant que maman, forcément du matin. En fait, je n'ai pas le choix. Si tu devais choisir ? Ouais, matin. Même dans la création, dans la créativité. Je donne tellement tout le matin que l'après-midi, je suis c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, du matin. Pas de trop de bonheur. Hein. J'ai un mari qui se lève très tôt. Non, moi, mon corps me dit, tu dors. 7 heures, de toute façon, mon fils vient me réveiller. Mais j'aimerais être beaucoup plus matinale. Je crois que ce n'est toujours pas possible. On va pas aller à l'encontre de son corps. Un jour, j'y arriverai quand mon fils fera des grasses mat et que j'aurai un peu de temps devant moi. Mais en fait, si c'est pour me lever plus tôt et puis savoir que mon fils m'entend et se lève en même temps que moi, bon... Toi, je préfère rester couchée. Et quelles sont les opportunités que le BHZ t'a offert ? Écoute, on est arrivé ici avec Gaël. Au début, on travaillait dans le même bureau. On s'est très vite aperçu qu'on vivait déjà ensemble. On travaillait ensemble, parce que je continue quand même à travailler aussi un petit peu sur le podcast avec lui. Et puis, à un moment donné, on s'est quand même dit, c'est bien d'avoir un peu chacun. C'est son petit... c'est pas jardin secret, mais avoir son endroit à soi. Donc Gaël est là, moi je viens un peu moins régulièrement, mais je vais revenir un petit peu plus. Et c'est surtout que le BHZ, ça nous fait c'est une bouffée d'air quand Gaël vient bosser ici. Et puis c'est la même équipe à l'année, donc en fait on est ravis de se retrouver le matin autour d'un café. On a des profils très différents. On peut parler de géopolitique avec certains, on peut parler d'agriculture avec d'autres, ou de communication. Donc il y a une vraie entraide. Nous, on a eu plein de problèmes justement avec la tempête ou même avant, etc. Et voilà, il y en a du coworking qui n'habitent pas très loin, mais qui sont beaucoup plus outillés que nous. Et ben voilà, les gens du coworking ont pu venir nous aider à déblayer quelques arbres. Et puis ceux du coworking, ben voilà, j'ai rencontré leurs épouses avec qui j'ai pris des cours. Donc il y a une vraie petite communauté très sympa. Et puis c'est un lieu qui est calme, avec une très belle énergie. Donc voilà, en plus d'un lieu, et il y a une super équipe. Et puis on y fait des super rencontres aussi. C'est ça qui est top. C'est vrai. Et si tu devais me donner une anecdote professionnelle, tu raconterais quoi ? Je vais te donner 2 exemples par rapport au coworking. On a un coworker qui est là. Et puis un jour, je parle avec lui. Je lui dis, oh là là, je voudrais apprendre à coudre. Puis il se marre, il me dit, oui, ma femme est prof de couture.
J'ai dit, ah bon? Puis en fait, sa femme est devenue une de mes meilleures potes aujourd'hui. Super nana. Et voilà, une rencontre, une bonne entente autour d'un café, une bonne discussion. Et finalement, si je ne connais pas cette personne, il y a forcément quelqu'un du coworking qui va me dire tu devrais contacter un tel de la part d'eux. Donc ça, c'est génial. Et puis, la dernière fois, on a fait aussi passer une Julie au micro. Et puis en fait, Julie est passée d'ailleurs sur le podcast Aventure humaine avec Gaëlle. Et puis Julie, elle a un petit garçon qui est quasiment du même âge que Robin. Donc on s'est dit, tiens, t'as pas un plan vélo? Enfin, tu vois, c'est dans le quotidien. Soit c'est un coworker ou une femme qui travaille ici, une coworkeuse, c'est horrible ce mot, une entrepreneur qui vient au coworking, avec laquelle j'ai sympathisé, ou alors c'est tu contactes un tel de la part d'eux, et puis finalement, en fait, des très belles rencontres. Moi, je crois que voilà, c'est quand on vient au coworking ou dans un coworking qu'on apprécie, je crois que c'est aussi pour travailler, mais je crois que c'est aussi pour se dire, je vais peut-être faire des belles rencontres. Oui, on peut être de passage et puis d'autres personnes qui reviennent régulièrement. Et c'est vrai que petit à petit, oui, il y a quelque chose qui se crée. C'est vrai. Et quel est l'endroit que tu affectionnes le plus ici dans les Côtes-d'Armor? Si tu devais en choisir, ce serait café, librairie, les lieux. Alors, clairement, une librairie à Lannion, que je ne vais pas citer parce que mais c'est la plus connue. Je crois que je pourrais y passer des heures. Et puis, un des spots que je préfère le plus, c'est le phare de Ploumana. Le port, le phare, parce qu'en fait, c'est là où on voit le mieux le granit rose, et qui sont juste hyper difficiles à dessiner et à peindre. Les premiers ressemblaient juste à des chamallows, mais j'ai pris vachement de plaisir à l'époque à les faire. Et voilà, la couleur et les rochers, je trouve que c'est magique. C'est vrai. Mais en tout cas, en termes de lieu dans le coin, une librairie, sans hésiter. Et un petit salon de thé, ça, parce que j'aime bien les petits gâteaux. Gâteaux, la librairie ou à Perros, il y a un nouveau, j'ai complètement oublié le nom, mais dans le centre-ville, là, il y a une petite, ça a ouvert en août dernier. Non, mais j'ai complètement oublié le nom. Où on peut prendre des brunchs et puis thé, café avec des vraies pâtisseries confectionnées sur place. Un endroit super. Ça, c'est un super. Ils font des expositions aussi. Je sais pas s'ils font des je me souviens pas trop. C'est dans le centre. C'est une toute petite. C'est pas une épicerie, hein, c'est un petit salon de thé, brunch le dimanche, et c'est super bon. Et voilà, j'aime bien me poser à un endroit, soit avec un bouquin, ou alors une tasse de thé ou un bon café. Mais il me faut du gâteau. Ça motive le cerveau. Oui. Ok, bon, je sais pas si tu devais proposer un outil de gestion et d'organisation, qu'est-ce que tu nous proposerais? Avec Gaëlle, on travaille beaucoup ensemble sur Notion. Moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Et en fait, je crois qu'on a mis sur Notion une grande partie de tout notre pôle de formation. Il y a des choses qu'on peut se partager. Moi, j'ai aussi un Notion privé. En fait, on peut tout faire sur Notion. C'est quoi? C'est une plateforme de... C'est une plateforme où, en fait, tu peux faire... en fait, tu peux... Soit tu décides d'en faire un outil de gestion de tâches. Soit c'est, tiens, j'ai un calendrier avec tout ce que je dois faire dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Soit c'est un espèce de board que tu partages avec quelqu'un. Soit c'est plutôt... moi, je suis plutôt... avec Gaëlle, je fonctionne plutôt dans la rédaction de contenu. Donc, en fait, tous les textes que j'écris,
je les mets à un endroit bien précis sur Notion. Tu peux faire d'ailleurs sur Notion, tu peux faire une page de vente. Tu peux faire une page au lieu de faire un site internet pour vendre tes services, en fait, tu peux juste avoir une page Notion. Donc c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus facile à mettre en place qu'une page de vente ou qu'un site internet qui quand tu connais pas trop, tu galères, tu mets pas les bons liens, tu fais pas les. Moi, je suis bonne pour remplir des trucs, puis après, quand on me dit mais le code. Ah non, mais attendez, mais moi je code pas du tout, ça c'est votre domaine. Alors que voilà, Notion, t'as pas le choix. Tu décides de faire un petit carré là, il y a pas besoin de coder quoi que ce soit. Ou alors, les pros de Notion vont me dire, elle dit n'importe quoi, il faut coder. En fait, j'ai pas été jusqu'à là. Mais non, Notion, c'est vraiment un super outil, que ce soit seul ou en partage, génial. Ouais, ça c'est vraiment un outil à partager. Je connaissais pas. Ça va être intéressant pour s'organiser. Ouais, carrément. Puis pour faire des rétro-planning, Complètement. Ça c'est Ouais, j'ai eu du mal à m'y mettre parce que j'avais peur que ce soit compliqué. Et puis tous ceux qui en parlaient étaient assez pas geeks, mais travaillaient vraiment dessus au quotidien. Et je me suis dit, je vais jamais arriver à le prendre en main. Et puis je crois qu'en fait c'est très instinctif. Donc j'ai pas dû creuser tout, mais en fait tout ne m'intéresse pas non plus. Et ça marche aussi Notion pour les projets perso. Donc, j'ai un projet perso, je veux courir un marathon dans 1 an ou dans 6 mois. Eh ben ils te font des modèles, ils te font. Puis si tu sais vraiment pas comment t'organiser, t'as des modèles qui se vendent. Donc en fonction de ce que tu recherches, tu peux trouver. Et puis là en fait t'as plus qu'à remplir les cases. Ça c'est quand même génial. Donc vraiment Notion, Notion, comme en anglais. Super outil. Ok. Un mot pour le BHZ. À chaque fois j'ai envie de dire ça. Venez, en fait. Venez ici parce que déjà, il y a une bonne équipe. Et puis, c'est un lieu de rencontre. C'est ça que j'aime dans ce lieu, c'est qu'on se parle. Il n'y a pas l'équipe à l'année et puis les nouveaux qui viennent. En fait, non. En fait, on se parle autour d'un café. On se questionne. Il y a ce podcast qui permet aussi à tout à chacun, en venant au BHZ régulièrement, de passer sur le podcast, de raconter un petit peu son activité ou ses passions. Tiens, c'est marrant, au BHZ, j'ai rencontré un tel. Voilà, je trouve ça génial que le BHZ, en tout cas qu'un espace de coworking se dote d'un podcast. Parce que ça permet de se parler autre part et autrement qu'autour d'un café. En fait, là, on se regarde. On a notre petit café pas trop loin qui, je pense, depuis doit être froid. Mais on parle peut-être un peu plus longuement. C'est vrai qu'autour d'un café, le temps qu'on se fasse un café, en général, c'est peut-être une pause de 10-15 minutes. Mais voilà, là, on prend le temps de... Tiens, c'est marrant, j'avais beau parler avec elle autour d'un café, je savais pas ça d'elle. Ou je savais pas ça d'un tel. Donc, je trouve ça génial que cet espace de coworking se soit doté d'un podcast. J'adore. Voilà. C'est qui a créé l'espace de coworking? C'est Patrick. Okay. Ouais, Patrick. Et puis après, voilà, chacun a soit une petite capsule privative comme ici, ou alors certains viennent tout simplement travailler dans l'espace commun. Ouais, commun. Et voilà, on est tous contents de se voir. Enfin, je sais pas quoi dire d'autre. Je trouve que c'est vraiment un lieu où... puis il y a des événements aussi récurrents. Il y avait un vide dressing hier. Il y a des animations aussi sur l'heure du déjeuner. Et pas que en faisant intervenir des gens du coworking. Hein. On fait intervenir des gens de l'extérieur. Donc, c'est un lieu de vie. Je crois que j'ai envie de dire ça. Ouais, un lieu de vie. Oui, c'est vrai. C'est bien. Je suis très contente de participer à ça. Oui, voilà. Bon, et qu'est-ce que
Je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de partager? Écoute, je veux pas trop monopoliser la parole. Je dirais de venir, qu'on soit... Alors, si vous êtes entrepreneur, venez vous faire une idée au coworking. Et puis, je crois que j'ai envie de finir cet épisode en disant que vous soyez entrepreneur ou pas, que vous ayez... si vous avez un projet de cœur, même si on se dit, et les gens nous disent, non mais c'est beaucoup trop compliqué. Moi, le projet d'écrire un bouquin et de me mettre au dessin, en fait, ça fait 20 ans que je l'ai en tête. Mais manque de confiance, et puis on m'a toujours dit, attends, écrire et le dessin, c'est élitiste. En tout cas, soit tu as un talent, bon, clairement, la pilule était passée, j'avais bien compris que... moi, j'en ai pas, puisque j'ai jamais dessiné. Donc, j'ai jamais osé franchir la porte d'une école d'art. Parce que j'étais pas prête. Parce que soit c'était trop cher, ou soit parce que je n'avais absolument pas confiance en moi. Et je crois qu'à l'époque, je pense que c'est bien aussi de se dire que on peut ressentir quelque chose très fort depuis toujours, mais je pense que parfois c'est juste pas le bon moment. Je crois que j'ai eu besoin de mûrir et de grandir dans ma tête et dans mon cœur pour me dire, en fait, je me mets à dessiner aujourd'hui. Et du coup, c'est beaucoup plus naturel de dessiner aujourd'hui. Je le fais pas en force. Et du coup, je suis pas formatée. Je dessine ce que j'ai envie de dessiner. Voilà. Donc, je dirais, on peut avoir un projet de cœur. Je crois que c'est bien d'y aller. Surtout si ça vibre de partout, si on se dit, putain, mais j'ai tellement envie de faire ça. Ça a tellement de sens. Il y aura toujours des gens qui nous diront, mais franchement, laisse tomber. C'est pas pour toi. Ah ouais, mais moi, si mon corps il me dit que c'est pour moi, écoute ton corps, c'est ton meilleur ami, c'est ta meilleure amie. Donc, osons. Et dans ces cas-là, si on a peur du regard des autres, allons au bout d'un projet sans forcément trop en parler au début. Puis on en parlera quand on aura fini ce projet, ou alors on en parlera à d'autres personnes, peut-être moins concernées ou moins dans l'entourage et peut-être plus spécialisées dans ce domaine. Moi, j'ai manqué cruellement de confiance en moi pendant des années, et je crois que c'est même pas le fait d'être maman, même si ça a forcément ça m'a un petit peu aidée. Je me dis, oula, alors là, si je le fais pas, pour moi, qui suis-je pour dire à mon fils d'avoir confiance en lui? Mais en fait, les enfants fonctionnent par mimétisme. Donc en fait, c'est à moi de montrer l'exemple. Donc pour montrer l'exemple, il faut que je me réconcilie avec une certaine partie de moi. Donc il faut que j'y aille. Donc j'y vais. Voilà. Donc juste, si vous avez un projet de cœur, une envie, une passion, en fait, juste allez-y. Allez-y et incarnez ce que vous avez envie de... Incarnons. Je m'implique dedans. Incarnons ce qu'on a envie d'être et de devenir. Et de toute façon, il y aura toujours des belles pépites. C'est vrai. Carrément. Je suis bien d'accord. Bon, voilà. Merci pour cet épisode. Et merci à toi d'avoir joué le jeu de l'interview. Merci à toi pour m'avoir donné toutes ces réponses qui étaient très bien construites. Pas sûre que je fasse mieux. Ah non, mais en fait, on s'en fiche. Mais je pense que je vois les yeux là-bas peut-être de Rosen ou de Gaëlle qui disent il est temps, les filles, on éteint. Donc nous allons éteindre les micros. Et voilà, merci à toi. Et puis merci aux auditeurs pour avoir écouté cet épisode.